Il est technicien en éducation spécialisée. Il est surtout aussi un ex-participant de Survivor Québec 2023. On l'entend aussi à la radio depuis quelques semaines à Boom les mardis à 16h55. Il s'appelle Joël Dandurand. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bien, merci, Éric, de l'invitation. C'est une belle présentation. C'était impeccable. J'ai adoré. Pourquoi tu t'es inscrit à Survivor Québec? Hey, c'était mon rêve. C'était vraiment mon plus grand rêve à vie. Là. Moi, je suis fait sur mesure pour faire ce show-là. Là. J'aime vraiment ça. J'aime tout, en fait, les aspects de ce jeu-là. J'aime le jeu social, j'aime le jeu physique, j'aime le fait de pousser notre corps à bout dans des conditions de survie difficiles. Je pense que c'était l'accomplissement de mon parcours de vie. Là. Mais c'était une émission que tu connaissais? Oui, tout dans à fait. Sa version américaine? Exactement, qui est rendue à sa 45e saison. C'est abusif. C'est abusif, mais j'espère que ça ne mourra jamais puis que ça va continuer jusqu'à la saison 100. Mais j'ai toujours suivi ça là, depuis les débuts de cette émission-là. Puis j'ai rêvé de la version québécoise toute ma vie. Puis là, c'est arrivé. J'ai fait partie de la saison 1. Tu t'es inscrit, ils t'ont pris. Exactement. Tu étais là quand même plusieurs semaines. Oui, j'ai fait 31 jours. Fait que j'ai fait un mois complet. Ouais. Sur combien au total? 44. 31 sur 44. Exact. Bon, aux Philippines? Oui, c'est aux Philippines. Est-ce que ça correspondait à tes attentes ou tes appréhensions? Parce que entre connaître beaucoup l'émission, Ben oui. lire sur l'émission et y participer, Tout à est-ce que fait. ça correspondait à ce à quoi tu t'étais fixé? Je te dirais que ma plus grande crainte, c'était ça, quand je suis allé là-bas, de ne pas rencontrer mes attentes, d'arriver là-bas puis d'être déçu. J'attendais ça depuis tellement longtemps que je le craignais. Puis finalement, puis on le sait qu'au Québec, les budgets pour les émissions de télé sont pas équivalents au budget des réalisations américaines. Mais une fois sur place, sérieusement, j'étais complètement surpris. Tout était à la hauteur. Les épreuves étaient aussi grandioses qu'ils ont pu l'être aux États-Unis. Les paysages des Philippines sont à complètement couper le souffle. Fait qu'on était vraiment dans un environnement avec des... C'était très hostile. Là. Les bébêtes y étaient, les animaux y étaient. Tout était comme je me l'imaginais. Là. Content de t'être rendu jusqu'à 31 jours ou déçu d'être parti au 31e jour? Si tu m'avais posé la question la journée de mon élimination, je t'aurais dit que j'étais déçu de m'être seulement rendu au 31e jour. Mais après coup, là, avec du recul, je me rends compte que j'ai eu la chance de me rendre au 31e jour. J'étais très, très heureux de m'être rendu jusque-là à la base, d'avoir été sélectionné. Mais l'objectif, c'est de se rendre jusqu'à la fin. T'sais, on le sait, on veut faire 44 jours. Donc, quand j'ai été éliminé, ça a été un échec pour moi. C'est comme ça que je l'ai pris. Tu l'as pris comme un échec? Oui, ça m'a pris du temps avant d'absorber ça. Première nuit, quand j'ai été éliminé, j'ai pas voulu dormir dans mon lit. J'avais le droit d'avoir un matelas, mais j'ai rien voulu savoir. J'ai mis mon linge sale puis je me suis couché à terre. Je voulais rien savoir d'un lit. J'étais pas prêt à tourner la page sur ça. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant. J'ai eu une super belle image en plus... point de vue public, fait que je ne peux qu'être heureux là, de mon parcours. As-tu trouvé ça dur physiquement et ou mentalement? Ouais, vraiment. Puis ça, j'étais prêt à ça. Je pense pas que ça... J'ai rencontré les standards que je m'attendais. Les nuits où il mouille, là, je te dirais que tu t'es jamais senti misérable autant que les gens qui font Survivor. Les nuits où il mouille, c'est... On grelotte, nos dents claquent, nos vêtements sont trempés. On n'a pas 8 kits, là. On a un kit, puis c'est le kit qu'on a sur le dos. Donc, les nuits, vraiment, là, mentalement, c'est vraiment facile de casser. Là. Ça pleure partout. Là. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis physiquement, j'ai perdu 20 livres en 31 jours, ce qui est quand même c'est une bonne moyenne. Là. Perdre 20 livres en un mois, c'est d'habitude, tu es très malade quand ça t'arrive. Là. Fait que, ça pousse ton corps. Plus dur mentalement que physiquement? Je te dirais que moi, j'ai apprécié la douleur physique. J'ai apprécié la faim, même. J'ai vraiment voulu vivre cette expérience-là à fond. C'est la fin, c'est quand même un bon jeu de mots, mais j'ai vraiment voulu vivre cette expérience-là à fond, puis d'être là-bas, d'avoir faim, de souffrir, de manquer de sommeil, d'être à bout physiquement. J'avais hâte de vivre ça. Pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'il faut comprendre le concept de l'émission. Un petit côté maso en toi? Pas du tout, en plus. Pas du tout, mais dans ce contexte bien précis-là, j'avais hâte d'être dans la misère. Puis j'ai pas eu une vie de luxe là, dans des grandes maisons, dans un château, là, loin de là, mais d'avoir accès à rien, en fait, de toujours devoir te débrouiller, de trouver des solutions, c'est quelque chose qui me passionne, visiblement. J'ai adoré pousser mon corps à bout, puis voir où est ma limite. Puis je suis revenu ici en sachant que j'en ai pas vraiment, là, parce que j'aurais clairement pu continuer plus que 31 jours. Quand on sort d'une expérience comme celle-ci, est-ce que inévitablement on sort de là un peu transformé? Autrement dit, il y a le Joël d'avant et le Joël d'après. Oui, définitivement que ça change qui tu es, ça change la façon que tu perçois les problèmes de la vie. Tout devient banal. Il n'y a plus rien qui prend une grande ampleur.
les chicanes avec tes amis, les chicanes avec ta famille, tout ça, c'est banal. Il n'y a plus rien qui te dérange, en fait. Je pense que je suis revenu en étant une meilleure personne parce que j'ai connu la misère, la vraie misère, là, la vraie faim, la vraie douleur, la vraie... Je pense que je reviens avec une nouvelle vision de la vie, une vision beaucoup plus positive. J'apprécie chaque petite chose qui m'arrive. Tout est précieux, en fait. Puis je le savoure beaucoup plus que je le savourais avant. Bon. Comment on vit aussi avec le fait qu'on était quelqu'un qui était peu ou pas connu? Et là, forcément, il y a l'effet des médias, la visibilité, ouais. les médias sociaux, Ouais. Instagram, Twitter, TikTok, je devrais dire. Là. Bon, c'est ça. Ça, c'est... Comment tu vis avec ce nouveau fait-là dans ta vie? Là? Je n'avais même pas de page Instagram avant d'aller à Survivor. J'étais même pas sur ces médias sociaux-là. Et maintenant, j'ai près de 20 000 abonnés qui me suivent quotidiennement, qui me demandent de faire plus de publications, plus de stories. Ma vie est affichée sur les réseaux. Je me fais arrêter 3. Ça fait longtemps que le show est fini, là, puis je me fais encore arrêter à l'épicerie. Au départ, je savais que j'allais apprécier ça, mais je pensais pas l'apprécier autant. J'aime vraiment l'attention. Tu aimes ça? Oui, j'adore ça. J'ai pas encore frappé mon mur de... c'est fatigant. À chaque fois que quelqu'un vient m'aborder, je suis toujours content de parler avec cette personne-là. Drôle de question, mais est-ce que tu crains, à court ou moyen terme, de tomber dans l'oubli? Je m'explique. Oui. Toutes les émissions de télé-réalité, c'est un peu le même phénomène. Star Academy, La Voix Tout ou à fait, Survivor. Ouais. Parce que là, il va y avoir une nouvelle gang. Mais oui. Puis là, le follow spot va être sur eux autres et non plus sur les anciens concurrents. Tout à fait. Est-ce que ça, tu crains ce moment-là que ça s'essouffle et que le public, finalement, soit attiré vers autre chose ou d'autres personnes? En fait, je souhaite que le public soit attiré par les autres concurrents comme ils l'ont été pour les concurrents de la saison 1. L'attention qu'on a reçue était vraiment super. Puis la réaction du public à un show qui était nouveau au Québec, les gens ne connaissaient pas ce show-là, elle a été extraordinaire. Puis j'ai l'impression que l'attention des gens va être grandissante d'une saison à l'autre. Est-ce que j'ai peur de perdre cette attention-là? Je pense qu'à Survivor, on éteint notre flambeau quand on est éliminé. Je pense que quand la deuxième cohorte va arriver, ça va être à mon tour de passer le flambeau à ces joueurs-là, puis l'attention va être dirigée vers eux. Puis c'est tout à fait noble et légitime que ce soit vers eux. Est-ce que je crains ça? Non. Je pense que je suis même prêt à ça. J'ai hâte de voir ça va être qui la prochaine cohorte. Puis je vais avoir la possibilité d'analyser justement la saison 2. Donc, je vais quand même avoir un petit clin d'œil de présence là, à l'intérieur de la saison 2, ce qui me fait un petit baume au cœur. Ma transition, je pense, va être plus douce grâce à ça. Là. Bon, je l'ai dit tantôt en introduction, dans la vie, tu es technicien en éducation spécialisée. Là, actuellement, tu es rattaché à l'école Marcel Landry à Iberville. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est ma 13e année, cette année, comme éducateur spécialisé. Pourquoi tu as choisi ce métier-là? Je pense que j'ai toujours eu un esprit de vouloir aider les gens, transmettre ma passion, mon positivisme aux gens qui m'entourent. C'est quelque chose que je trouve important. J'ai eu des épreuves de vie à travers mon parcours, puis je pense que ça a fait de moi quelqu'un de bienveillant, puis quelqu'un avec une très bonne écoute. Puis j'ai l'impression de faire la différence auprès des jeunes dans les écoles, puis c'est le plus important. Là. On n'est pas là pour le salaire, hein, on est là pour faire grandir les élèves, puis c'est un peu ce que j'ai l'impression de faire au quotidien. Selon moi, c'est la meilleure paye au monde. Là. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un technicien en éducation spécialisée? Il y a plusieurs mandats. Il y a plusieurs mandats selon où tu es. Ça peut être dans les organismes communautaires comme intervenant, autant que dans le milieu scolaire ou même à la DPJ. Là, il peut y avoir certains secteurs dans lesquels il y a des éducateurs spécialisés qui sont rattachés au service. Dans les écoles, au primaire, tu peux avoir des tâches à même les classes, donc les classes d'adaptation scolaire, les classes de relations qu'on appelle en ce moment. Donc, tu peux travailler avec les élèves qui sont atteints d'un TSA, les élèves avec des déficiences intellectuelles, les élèves avec des particularités, des classes spéciales, des classes répit, qui sont les élèves retirés là, des classes pour des raisons comportementales. Et il peut y avoir une panoplie, dans le fond, de postes différents. Cette année, je suis dans une classe répit au secondaire. Donc, mon mandat, là, c'est d'aider des jeunes qui ont des problématiques X dans les classes, que ça ne fonctionne pas au régulier. On les retire du service régulier pour une période de 4 semaines à 2 mois. Puis c'est moi qui prends soin d'eux, dans le fond, durant ce temps-là. Fait que je fais un peu d'académique avec eux, on fait du comportemental. On fait un peu de tout, puis on essaie de les remettre sur la traque. Mais ce boulot-là, c'est quoi? Tu avais comme un livre de recettes. Je veux dire, OK, le problème X a une solution. Non, mais je veux dire, je sais que c'est pas comme ça. Là, ça serait vraiment simple. Ça serait très simple. Le livre Ricardo d'intervention, mais c'est pas ça du tout. Il y a des parents qui nous regardent et qui vivent toutes sortes de situations où que l'école leur signifie certains problèmes. Bon, puis là, vous autres, vous arrivez dans le portrait. Comment vous réussissez à les aider et à corriger ces ennuis ou ces irritants ou ces problèmes-là? C'est sûr que toutes les écoles sont encadrées par un projet éducatif, par un mode de vie. Puis ce mode de vie-là de ce mode de vie-là découlent des règles de vie à l'intérieur de l'école.
l'important, c'est de faire grandir les élèves pour qu'ils deviennent des citoyens fonctionnels, des citoyens qui grandissent avec des valeurs positives. Fait que notre but est toujours orienté vers un projet éducatif qui nous guide à travers des valeurs. C'est sûr que des fois, on arrive devant des situations puis on n'a aucune idée quoi faire. Là. Fait que c'est du cas par cas. À l'école, ce qu'on nous apprend, c'est d'être capable de prendre la situation, de prendre un pas de recul, de l'analyser puis de prendre la meilleure décision pour les élèves. Fait que c'est souvent, c'est de faire preuve de beaucoup d'adaptabilité puis d'être capable de tourner sur un scène pour être capable de régler la situation rapidement puis trouver une solution pour que, au final, l'intensité des élèves réduise, là, puis qu'on puisse. Ça doit être quand même très stimulant intellectuellement d'essayer de trouver une façon de faire, d'amener l'élève ou, dans certains cas, même, ou d'expliquer aux parents. Oui, tout à fait. C'est un gros challenge. Il n'y a pas une journée pareille. Là. Chaque journée, je vais travailler, je sais pas. Il y a une trame narrative qui est régulière, mais c'est toujours des nouvelles surprises et des nouvelles problématiques. Est-ce que c'est un boulot qui a beaucoup changé avec les années, dans la mesure où, bon, quand on écoute l'actualité puis on entend les revendications syndicales de part et d'autre, ou manque d'enseignants, manque de spécialistes, manque de tout dans les écoles. Oui. Bon, tu le vis là, depuis une douzaine d'années maintenant. Est-ce que la job a changé? Est-ce que le fardeau du boulot a changé? Est-ce que ça a changé, autrement dit? Oui, en fait, c'est évolutif. D'une année à l'autre, c'est jamais pareil. Il y a toujours les cohortes qui arrivent. On remarque, là, les statistiques le prouvent, il y a de plus en plus de problématiques à l'intérieur des cohortes. C'est triste, là. Ça va pas bien. Ça va pas bien. D'une année à l'autre, les problèmes, parfois, sont plus lourds. Ouais. C'est impressionnant de voir la difficulté, puis les ressources sont pas plus présentes, là. On est souvent confronté à une pénurie de personnel, vous venez de le nommer, puis c'est pas... dans notre tâche, il y a et toute autre tâche connexe, mais ça commence à être toute autre tâche connexe, notre première tâche. Il faut pallier partout, il faut qu'on trouve des stratégies à l'interne pour essayer de pallier un manque important de personnel, puis c'est ça qui alourdit beaucoup le système de l'éducation actuellement, là. Et les jeunes, eux, est-ce qu'ils ont changé avec les années? Est-ce qu'ils sont... Oui. Un jeune de 12 ans, il y a 12 ans versus aujourd'hui, est-ce qu'il est pareil? Est-ce qu'il vit d'autres affaires? C'est nouveau? C'est sûr qu'il y a des problématiques qui n'étaient pas présentes, qui sont présentes aujourd'hui. Les technologies ont apporté leur vague de problématiques. Il y a une tonne de choses. La cyberintimidation, on en parle beaucoup dans les médias, mais c'est réel. C'est très présent dans nos écoles. Ça n'existait pas autant il y a 12 ans. Les jeunes n'avaient pas nécessairement tous des téléphones cellulaires. Il n'y avait pas accès à la technologie pour que ça soit un fardeau dans la société. Aujourd'hui, c'est tous des éléments qui font en sorte que le monde de l'intervention est en constante évolution. Il faut s'adapter à la réalité des jeunes. Puis la réalité des jeunes change tellement rapidement qu'il faut qu'on suive le bateau, là. En quelques secondes, c'est quoi l'avenir de Joël Dandurand? Oh mon Dieu, l'avenir de Joël, je sais pas, mais je vague sur la plus belle des vagues en ce moment. Je surfe sur la plus belle des vagues en ce moment, puis j'espère que vous allez continuer de me voir à la télé, dans les médias. J'adore ce que je fais, j'adore tout ce que je fais. Je fais beaucoup de conférences en ce moment dans les écoles et un peu partout dans la ville. J'encourage les gens à venir me voir si jamais ils ont l'opportunité. Puis on parle de dépassement de soi, on parle du avant, pendant et après Survivor, de quelle façon on peut atteindre notre sommet, une métaphore pour parler de rêve. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, puis c'est très constructif. Fait que j'espère être capable de faire ça encore un bout de temps. Joël Dandurand, merci beaucoup. Merci, Éric, de l'invitation. C'était génial. Reste avec nous, on vous revient après ceci.